Albert Duroy, rapidement, un petit commentaire. François Mitterrand s'est exprimé en chef des armées. Là, il a été assez peu disert. Nous sommes restés un peu sur notre faim. Mais aussi en chef de l'État, responsable de la diplomatie. Là, il a été un petit peu plus explicite. Oui, le chef des armées était évidemment tenu à la plus grande discrétion. Effectivement, ses réponses ont été quasiment laconiques. Tout au plus l'a-t-on entendu dire que les opérations se déroulaient mieux que prévu. Et d'une façon globale, il a fait preuve d'un optimisme très prudent. Je crois que nous serons, nous, plus précis dans le reste du journal. Le responsable politique, lui, évidemment, était tenu à moins de discrétion. J'ai noté 3 points. Le premier est un rappel. Le but de cette opération militaire, c'est de libérer le Koweït et rien que cela, même si cela implique que l'on passe par le territoire irakien. Le président de la République a quand même été un peu plus évasif quand on lui a posé la question de savoir si Saddam Hussein résistait, s'il y aurait une espèce de droite suite en Irak jusqu'à Bagdad. Sa réponse a été là un peu plus évasive. Deuxième point, un espoir. Il a dit de Saddam Hussein, on ne voit pas comment il pourrait se corriger, vu ce qu'il a fait dans le passé, et il espère visiblement qu'un rapport de force nouveau s'établirait en Irak, donc sans Saddam Hussein, après la défaite de celui-ci. Enfin, troisième point, une mise au point. L'heure actuellement n'est pas aux différences entre la France et les États-Unis, par exemple, mais à une solidarité sans faille. L'heure n'est pas non plus à la discussion de la résolution de tous les problèmes qui se posent au Moyen-Orient. Cela se fera après la guerre, une guerre qui, a-t-il dit, il espère qu'elle se terminera vite. Enfin, il tenait visiblement à marquer le début des opérations terrestres par un message de soutien et de confiance aux soldats et aux familles des soldats qui sont actuellement engagés au péril de leur vie dans le Golfe. Merci Albert. Je vous propose de revenir sur les toutes dernières heures que nous avons vécues. La libération du Koweït est à présent entrée dans sa phase finale. C'est ainsi que s'est exprimé cette nuit, vers 4 h du matin, heure française, le président Bush en direct de la Maison-Blanche, 10 heures après l'expiration de l'ultimatum fixé par la coalition pour le début du retrait des forces irakiennes du Koweït. L'offensive terrestre a donc été lancée. Récit d'un 39e jour de guerre tout à fait décisif avec Valérie Gagé et Michel Monponté. Encore et toujours des images de blindés dans le désert, mais cette fois-ci c'est du désert koweïtien qu'il s'agit. Dès les premières heures de la matinée, les autorités américaines parlent de rapidité d'avancée, de peu de résistance du côté irakien. Les blindés saoudiens et égyptiens pénètrent en effet en quelques heures seulement sur 50 km au Koweït. Et pour soutenir cette avancée, de violents et incessants pilonnages d'artillerie. Ici, ce sont les soldats égyptiens en position sur la frontière saoudo-koweïtienne. Sur toutes ces premières images de la phase terrestre qui sont passées au travers du filtre de la censure américaine, des soldats bien sûr, mais toujours des soldats arabes. Et c'est au cri de Allahu Akbar, Dieu est grand, qu'ils tirent sur leurs frères irakiens. Les premières interviews, encore des soldats arabes. Nous sommes entrés au Koweït pour libérer ce pays de Saddam Hussein. Nous le poursuivrons et nous le tuerons. Dès le petit matin, les cuirassés Missouri et Wisconsin ont eux aussi appuyé à leur manière les progressions de la coalition alliée au Koweït. À leur manière, c'est-à-dire avec des obus d'1 tonne et des missiles mer-sol, un toutes les 20 secondes. Face aux côtes koweïtiennes, l'US Navy est désormais déployé en position offensive. On ne parle pas encore de débarquement, mais on s'y prépare chaque minute davantage. Et durant ces opérations terrestres, l'aviation poursuit et intensifie même ces bombardements des positions irakiennes. Les autorités américaines comptent sur ces missions pour limiter au maximum le coût en vie humaine côté allié. Je ne vous dirai rien, je suis tout à fait réticent à parler de quoi que ce soit. La raison est facile à comprendre. Il ne faut rien révéler aux ennemis. Trop de vies alliées sont en jeu, en bas. En bas, comme dit ce pilote anglais, les premiers prisonniers irakiens capturés lors de l'avance alliée, les premiers blessés aussi. Ils seront remis, précise-t-on aussitôt, à des troupes alliées, mais arabes.
Sur ces images sévèrement contrôlées par la censure américaine, les geôliers et les prisonniers parlent donc entre eux, mais en arabe. Pas d'image d'infidèles américains écrasant les Irakiens. Les États-Unis, on le voit, n'ont pas sous-estimé l'impact psychologique que ces images risquent d'avoir sur l'opinion publique des pays arabes. Les 12 000 militaires français de l'opération Daguet sont sous le contrôle opérationnel des Américains. Leur chef, le général Roquejoffre, a affirmé tout à l'heure que les forces françaises avaient avancé de plus de 50 km en territoire irakien et capturé plus d'1 millier de prisonniers, alors qu'un seul blessé était à déplorer côté français. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Jacobs. Natchez n'a pas résisté. Natchez, c'est le nom de code d'un poste de garde-frontière irakien. Situé à environ 3 km à l'intérieur de l'Irak, sur la route qu'ont emprunté ce matin, peu après 4 heures, des éléments de la division Daguet et du 18e corps d'armée américain. Mais Natchez avait probablement déjà été déserté par ses occupants. Cette position irakienne a été détruite par des obus d'artillerie, mais apparemment, ce matin, il n'y a pas eu ici de résistance de la part des Irakiens, ni de combat important. Les troupes coalisées sont maintenant beaucoup plus loin, à l'intérieur du territoire irakien. Où exactement? Les autorités militaires, françaises comme américaines, refusent absolument de le dire. Il est 10h30, le défilé des véhicules est incessant. Dans la grande majorité, ce sont des camions de soutien logistique, preuve que les vagues d'assaut sont déjà très loin devant. Vous faites le va-et-vient entre avant et arrière? Affirmatif. L'avant est loin? Ah, je ne sais pas. Environ quinzaine de kilomètres, vingtaine de kilomètres. Vous allez où là? Ah, je ne sais pas. On suit. Vous suivez quoi? Doucement. Le mouvement ce matin est très rapide. Apparemment, les troupes Daguet ne rencontrent aucune résistance. Derrière, encore en Arabie Saoudite, la queue de l'armada. Des milliers et des milliers de véhicules chargés de matériel. Tous ces camions sont arrêtés, pourquoi? Ces camions sont actuellement arrêtés car ils ont pris beaucoup d'avance par rapport à la planification des mouvements qui étaient prévus. Donc le commandement m'a dit de les faire stopper pour permettre aux autres de passer à l'heure normale et éviter des embouteillages tout simplement. On peut mettre main fort, mais couper on peut pas. À ma connaissance, non. D'où vous êtes, là, vous avez entendu des choses, vous voyez des choses? Non, on voit pas grand chose, on n'entend pas grand chose là pour le moment, tout paraît calme, tout paraît. C'était effectivement calme aujourd'hui, l'avancée s'est déroulée jusqu'à présent sans encombre, mais les forces irakiennes ne se sont pas évaporées, elles attendent quelque part. Je vous propose maintenant de retrouver en direct au téléphone l'un de nos envoyés spéciaux sur le front, Roland Sicard. Roland Sicard, que pouvez-vous nous dire compte tenu des contraintes de la censure sur place? Écoutez, Bruno, en dehors des communiqués officiels, nous ne disposons que de très peu d'informations sur le déroulement exact des opérations militaires. Mais ce dont je peux tout de même faire état, c'est du témoignage d'un pilote d'hélicoptère français qui a survolé aujourd'hui le front en mission de reconnaissance offensive. Alors, qu'est-ce qu'a pu constater ce pilote? Eh bien d'abord que le pilonnage intensif des 3 derniers jours a porté ses fruits, beaucoup de traces d'impact sur le sol, le pilonnage a semble-t-il désorganisé l'armée irakienne. Seconde information, l'avance des troupes françaises en Irak serait beaucoup plus rapide que prévu. Les Irakiens, semble-t-il, refuseraient le combat. Et puis, il semble aussi que les troupes françaises aient rencontré très peu d'officiers irakiens. Les troupes seraient laissées, semble-t-il, à elles-mêmes, ce qui expliquerait leur manque de combativité. Ce qu'il faut tout de même dire, c'est que l'armée française reste prudente, elle n'a pas rencontré jusqu'ici beaucoup d'opposition, mais elle se prépare au cas où. Merci Roland pour ce premier témoignage en direct du front. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vous rappelle que la superficie de l'émirat du Koweït équivaut environ à celle de 3 départements français. Malgré le silence officiel des responsables militaires alliés, la stratégie semble assez simple. François Cornet, tenter de couper toute retraite aux Irakiens. Effectivement, Bruno, la première phase de l'offensive terrestre alliée lancée ce matin a 2 objectifs. Le premier est d'isoler les troupes de Saddam Hussein occupant le Koweït du territoire irakien en les contournant par l'ouest. Le vaste mouvement tournant d'enveloppement, comme on dit en tactique militaire, des lignes de défense irakiennes amorcé la nuit dernière se poursuit
semble-t-il dans de bonnes conditions. Et à cette heure-ci, les colonnes blindées de la coalition, dont les unités du dispositif français d'Aguet, continuent leur progression vers le nord en direction du port irakien de Bassora. Le second objectif est l'ouverture d'un deuxième front sur la façade maritime de l'Émirat par un débarquement des marines qui a bien eu lieu pour prendre en tenaille les lignes de défense irakiennes au sud du Koweït et la garde républicaine de Saddam Hussein concentrée sur les frontières nord dans la région de Bassora. Dans leur percée des défenses irakiennes, dans leur avancée vers le nord et leur opération amphibie, les Alliés n'ont semble-t-il rencontré pour l'instant que peu de résistance, mais ils ne sont pas encore heurtés aux troupes d'élite de Saddam Hussein. Les pertes côté alliées ne seraient pas importantes, selon le général Schwarzkopf. La chaîne de télévision américaine CNN annonce, elle, 11 tués côté américain. Les Français, le président de la République vient de nous le confirmer, ne déplorent pour l'instant qu'un blessé. Au soir du premier jour de cette offensive terrestre, tous les objectifs fixés pour la journée auraient été atteints, selon l'état-major allié. Merci François. Tôt ce matin, tous les responsables militaires, aussi bien à Washington qu'à Londres et à Paris, assuraient qu'ils ne donneraient aucune information sur le déroulement de l'offensive. Cependant, vers 15h, heure française, le général Schwarzkopf, commandant en chef des opérations, a réuni les journalistes à Riyad pour un premier point de presse avec des informations assez optimistes. Ceci explique peut-être cela. Protégé comme d'habitude par une myriade de gardes du corps, le commandant en chef de l'opération Tempête sur le désert tenait à être le premier à rendre compte du déroulement des opérations. Son intervention fut brève et chacun de ses mots était prudemment soupesé. Les forces américaines dans cette attaque comprenaient les Marines, les parachutistes, les troupes d'assaut et les forces spéciales. Ces forces, avec celles des Français et des Arabes, ont déjà atteint tous leurs objectifs fixés pour la journée et continuent leur attaque. À l'exception d'un engagement cet après-midi entre des Marines et une unité de l'armée irakienne, la réponse de l'ennemi peut être caractérisée comme faible. 10 heures après le lancement de cette offensive, plus de 5500 prisonniers ont été capturés. Le général Schwarzkopf éluda toutes les questions, mais précisa néanmoins que l'arme chimique n'avait pas été utilisée par les Irakiens. Plus d'1 million d'hommes sont actuellement sur le champ de bataille. Je vous propose de faire un point sur les différentes forces en présence. Tout d'abord du côté des coalisés, soit 29 pays qui ont massé plus de 700 000 hommes. Coalition qui va du contingent américain qui rassemble plus de 500 000 soldats à la Sierra Leone qui a envoyé en Arabie 200 soldats. Frédéric Rota. Avec plus de 500 000 hommes, dont 400 000 qui participent directement au combat, les États-Unis forment l'essentiel du dispositif des coalisés dans le Golfe. Ils sont les maîtres du ciel avec plus de 1000 avions de combat F-15, F-117 et F-16 Falcon, ainsi que 1500 hélicoptères. Sur terre, les Américains disposent de 2000 chars en Arabie Saoudite et 2000 transports de troupes. Sur mer, plus de 100 navires, dont 6 porte-avions. Le corps des marines, c'est le corps d'élite, c'est le plus important, avec 75 000 hommes. Côté britannique, 37 000 hommes, dont près de 10 000 fournissent la célèbre 7e brigade blindée, les rats du désert placés sous commandement américain, avec leurs 160 chars Challenger et 300 blindés légers, auxquels s'ajoute la flotte de débarquement de la Royal Navy. Les Français ont envoyé dans le Golfe 15 000 hommes dans le cadre de l'opération Daguet, 140 chars, 50 avions de combat Mirage et Jaguar, sans oublier les 120 hélicoptères, dont 60 Gazelles, hélicoptères de combat. Aux 35 pays des forces alliées s'ajoutent les 6 pays de la force arabe unie, les contingents les plus importants, Arabie Saoudite, Égypte, Syrie et 7 000 Koweïtiens. Au total, 150 000 hommes, 800 chars, 330 avions de combat et 36 unités navales. Des petits pays comme le Sénégal ou la Tchécoslovaquie ont envoyé un contingent de 200 hommes. Les Tchèques envoyés par Václav Havel sont spécialisés dans la défense chimique. Un envoi presque symbolique, mais une marque de soutien à la coalition. Bien sûr, on a une idée très imprécise de l'état exact de l'armée irakienne bombardée depuis maintenant 5 semaines. En tout cas, au début du conflit, les forces irakiennes comptaient environ 550 000 soldats réguliers et presque autant de réservistes. Jacques Violet.
C'est au Koweït que le plus gros des forces irakiennes est déployé. Sur 1 million d'hommes, 500 000 dans l'Émirat. L'armée de terre est composée de la garde républicaine, 20 000 hommes, une troupe d'élite bien entraînée, plus l'armée populaire de libération. Les blindés, les chars, sur un total de 5 500, près de 4 000 au Koweït. Les bombardements massifs en auraient détruit 1800 à 2000. L'artillerie, 3 000 pièces plus 200 lance-roquettes multiples. Près de 1000 pièces au Koweït, très enterrées avec ses milliers d'obus. La moitié aurait été détruite. Les lance-missiles sol-sol, notamment les Scud. Il ne resterait que quelques rampes mobiles sur camions. Enfin, environ 200 systèmes de missiles sol-air. Les obus d'artillerie et certains missiles peuvent être équipés de charges chimiques. L'aviation. Avant le conflit, 800 appareils, bombardiers et chasseurs, dont une centaine de Mirage F-1. Les forces de la coalition annoncent en avoir détruit 170. Une centaine d'appareils sont réfugiés en Iran. Il resterait donc environ 500 appareils dans des bunkers, dont des Mirages et leur armement, les missiles Exocet, ainsi qu'une quinzaine de MiG-29. Enfin, les hélicoptères que personne n'a jamais vus, l'armée irakienne en possède 160, de fabrication soviétique, tous armés. Avant de revenir sur le moral des soldats irakiens et des citoyens irakiens, tout de suite nous allons à Riyad où il y a eu aujourd'hui, il y a quelques minutes, une nouvelle alerte au Scud. Apparemment, celui-ci a été détruit par des missiles antimissiles américains Patriot. Aux toutes dernières nouvelles, il n'y aurait pas de victimes ni apparemment de dégâts très importants. Nous allons maintenant tout de suite retrouver, toujours à Riyad, notre envoyé spécial, Jacques Merlino. Jacques, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision sur ce que font exactement les Français de la division Daguet? Oui, écoutez, en restant au plus près des faits, je crois que l'on peut dire ce soir que la division Daguet fut l'une des premières unités à intervenir ce matin et sans doute l'une des celles qui a franchi la plus longue des percées. Elle occupe dans le dispositif des opérations militaires un rôle essentiel, la couverture du flanc ouest. Ce soir, le général Rokojoffre a tiré un premier bilan, nous l'écoutons. La division Daguet et les forces américaines qui la renforcent participent depuis 4 heures locales ce matin aux opérations terrestres engagées pour libérer le Koweït. Ce jour, 24 février, à 17 heures locales, elle a progressé de plus de 50 km au travers des lignes adverses. Elle a capturé 1 millier de prisonniers et détruit et saisi un important matériel en cours d'inventaire. La division poursuit sa progression. Un blessé est à déplorer du côté français. Ces jours ne sont pas en danger. Parallèlement, de très nombreuses missions aériennes françaises et alliées se sont déroulées avec succès. Alors Jacques Merlino, dans notre grande série Informations non vérifiées car non vérifiables, on a eu aujourd'hui toute une série de rumeurs, par exemple sur des redditions en masse de soldats irakiens, sur l'entrée des parachutistes américains dans la ville de Kuwait City. Celle-ci, François Mitterrand lui a fait en quelque sorte un sort précisément. On a encore dit que la ville de Kuwait City avait été incendiée par les Irakiens. Alors il faut peut-être être très prudent et rappeler qu'au tout début de l'offensive aérienne, on avait affirmé que 80% du potentiel irakien avait été détruit. Qu'est-ce qu'on peut dire de précis de toutes ces informations qui nous sont parvenues aujourd'hui? Oui, il faut bien sûr se garder de tout triomphalisme un peu trop rapide. Les militaires conviennent que le plus dur est encore devant eux. Et je vous assure que tout à l'heure, lorsque j'ai raccompagné le général Rokojoffre, eh bien, lui et ses officiers hors antenne me confiaient que des mauvaises surprises étaient encore à craindre. Il y en a au moins 2. La première, c'est la garde républicaine, l'unité d'élite de Saddam Hussein. Elle n'est pas encore entrée en contact. Et puis la seconde mauvaise surprise, toujours possible, c'est bien sûr l'arme chimique et l'arme bactériologique. Cela dit, il faut réaliser l'importance des bombardements qui ont frappé les soldats irakiens pendant 6 semaines. 100 000 sorties aériennes, c'est-à-dire au minimum 100 000 tonnes de bombes. C'est un chiffre si énorme qu'on a du mal à imaginer et tout, dans ces conditions-là, devient possible.
Merci Jacques Perlineau. Précisément, la grande inconnue de ce conflit, de la suite de ce conflit, c'est le moral des soldats irakiens. Après, vous le disiez, pratiquement 6 semaines de bombardements intensifs et après l'annonce, il faut le rappeler tout de même, par Saddam Hussein qu'il n'était prêt à se retirer du Koweït. Le Koweït présenté pourtant depuis le mois d'août comme la 19e province de l'Irak. Dans le discours prononcé ce matin à la radio irakienne à destination de son armée, Saddam Hussein a répété 14 fois le mot « combattez ». La radio répète régulièrement que l'offensive terrestre a échoué et que l'état-major contrôle la situation. Tout de suite, le point avec notre envoyé spécial à Bagdad, Martine Laroche-Joubert. 10h30 ce matin à Bagdad, un discours annoncé 5 minutes à peine avant qu'il ne commence. La réponse de Saddam Hussein à cette offensive terrestre que les Irakiens nous disaient avoir déjà démarré depuis 2 jours, et ce, sans que les Alliés ne le révèlent. Quoi qu'il en soit, pas de véritable surprise à Bagdad, de l'amertume plutôt. Chacun ici pensait qu'une fois prise la décision de quitter le Koweït sans condition, la guerre n'aurait pas lieu. Le ton du discours est guerrier. Combattez, martèle 14 fois Saddam Hussein, nous choisirons nous-mêmes notre destinée, la victoire reviendra à l'Irak avec l'aide de Dieu. Promesse accueillie dans le silence. Un silence à peine troublé aujourd'hui à Bagdad par le passage d'un missile. Les grandes avenues du centre-ville sont presque désertes, très peu de voitures, il n'y a plus d'essence, la plupart des magasins sont fermés. À quelques carrefours, des marchands ambulants, nombreux sont ceux qui ont appris la nouvelle par le discours de Saddam, comme ce volontaire de la défense civile. Ça fait 5 jours que j'ai quitté le Koweït. Je suis inquiet pour mes camarades irakiens. J'ai honte de me trouver ici, et pas sur le front. Mais je vais y repartir. Bagdad, comme cerné par des tourbillons de fumée noire, mais derrière Saddam, les Irakiens se disent prêts à faire face. Notre envoyé spécial à Bagdad parle bien évidemment sous le contrôle vigilant de la censure irakienne sur l'état d'esprit des Irakiens. Je vous propose d'entendre le témoignage d'Isabelle Bechler, qui vient de passer 15 jours en Irak et qui a regagné ce matin la Jordanie par la route. Route du retour vers Amman. Autant que dans le nord du pays que nous avions vu quelques jours plus tôt, on pouvait voir de nombreux soldats plutôt désemparés sur le bord des routes, faisant de l'autostop, faute de pièces de rechange ou faute de carburant pour leurs véhicules. Les questions de logistique doivent d'ailleurs être la préoccupation majeure des autorités tant militaires que civiles, car au bout d'un mois sans communication, sans électricité, avec très peu d'eau potable, au bout d'un mois de destruction de tout ce qui compte en Irak, la vie devient très difficile. Alors certes, le discours officiel est toujours à la cohésion, mais on commence à sentir pointer la lassitude dans la population. Et certains intellectuels commencent même, dans le plus grand secret, c'est vrai, mais commencent à avouer qu'ils accueilleraient plutôt bien un changement de régime qui pourra mettre fin à tant de souffrances. Parmi les très nombreuses réactions dans les capitales arabes, l'une des plus dures provient d'Amman, où la population a vivement manifesté aujourd'hui, vous le voyez, son soutien à l'Irak. Le gouvernement jordanien parle de douleur et de colère suite à une offensive qui, selon lui, dépasse le cadre de la légalité internationale. Dans un communiqué, le gouvernement jordanien demande que Dieu protège les fils héroïques de l'Irak, car ils combattent pour défendre le droit et l'avenir de leur nation. Le gouvernement tunisien se dit lui aussi vivement déçu. L'Algérie condamne avec force le déclenchement de l'offensive terrestre. Pas de réaction officielle à Rabat, mais en revanche pour le colonel Kadhafi, il s'agit d'une opération délibérée d'humiliation qui touche tous les Arabes. De son côté, le président iranien a regretté le déclenchement de l'offensive terrestre. Réaction très mitigée en Égypte, où le président Moubarak a tenu à réaffirmer qu'il n'était pas question que les soldats égyptiens pénètrent sur le territoire irakien. Dernière réaction, celle de la Syrie qui a, je vous le rappelle, envoyé 20 000 soldats en Arabie et dans les Émirats. Radio Damas fait porter aux dirigeants irakiens la responsabilité de la bataille terrestre. À signaler enfin le communiqué de l'OLP qui dénonce l'offensive terrestre des coalisés et réaffirme le ferme soutien du peuple palestinien à l'Irak héroïque. L'OLP demande à l'URSS et à la Chine d'intervenir au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Dès l'annonce de l'offensive terrestre, les autorités israéliennes ont renforcé le couvre-feu instauré dans les territoires occupés, désormais déclaré zone militaire fermée. Reportage Véronique Tavot.
Bethléem ce matin, contrôle très strict, renfort militaire au point de passage. La Cisjordanie et Gaza, de nouveau sous couvre-feu total. Une décision des autorités militaires israéliennes prise dès le début de l'offensive terrestre des forces alliées dans le Golfe. L'armée en état d'alerte dans les territoires occupés où l'on redoute maintenant des manifestations pro-irakiennes, des débordements dans les camps de réfugiés palestiniens. Autre crainte de l'armée, une reprise des attentats anti-israéliens. Premier accrochage la nuit dernière, un soldat israélien a été tué et un autre blessé au cours d'une tentative d'infiltration depuis le territoire jordanien. Très net durcissement, l'armée avait au moins partiellement levé le couvre-feu imposé depuis le début de la guerre sur les territoires occupés. Seuls sont désormais autorisés à franchir les différents barrages, les voitures israéliennes, les voitures aux plaques jaunes. Depuis ce matin, 1 700 000 Palestiniens ne peuvent plus ni entrer ni sortir de Cisjordanie et de Gaza, déclarée zone militaire fermée, contrôlée et interdite à la presse jusqu'à nouvel ordre. Comme chaque dimanche, les ministres israéliens se sont réunis en conseil à Jérusalem. Le Premier ministre Yitzhak Shamir a félicité les coalisés et leur a souhaité un succès complet. Correspondance Charles Anderlin. Aujourd'hui, les Israéliens prennent leurs précautions. Même à Jérusalem, ils ne se déplacent pas sans leur kit anti-gaz. On ne sait jamais quand Saddam va attaquer, on ne sait jamais s'il va attaquer avec des bombes chimiques. On ne sait pas ce qu'il a. Plus il sera acculé, plus il aura de la volonté d'envoyer des missiles sur Israël et peut-être des missiles chimiques. Et toute la population israélienne en a peur. Et attend le moment où l'Irak n'aura plus de capacité militaire pour envoyer des missiles. J'espère seulement que pour les Français, pour l'Américain et pour l'autre allié, le nombre de pertes, de morts sera un minimum. C'est donc l'attente en Israël. La défense passive est en état d'alerte dans la crainte de nouveaux tirs de missiles Scud en direction d'Israël. Cela dit, au plan politique, le gouvernement israélien a tenu ce matin sa réunion hebdomadaire entièrement consacrée, bien entendu, à la guerre dans le Golfe. Yitzhak Shamir, le Premier ministre, a félicité les forces alliées et leur a souhaité, je cite, un succès total dans cette bataille contre l'agression irakienne qui, a-t-il dit, menace la paix de la région tout entière. Pour sa part, le ministre de la Défense, Moshe Arens, a estimé que cette guerre devrait se terminer très rapidement. Désormais totalement sur la touche, le gouvernement soviétique s'est contenté de regretter le déclenchement de cette offensive terrestre. Moscou estime qu'il restait une chance de parvenir à un règlement pacifique. Pour reprendre les termes de l'agence officielle TASS, la logique de guerre l'a emporté sur la raison. Autre réaction, celle de Jean-Paul II et de la reine Elisabeth d'Angleterre. Première réaction du pape ce matin depuis le début de l'offensive terrestre. Priant pour que la raison l'emporte sur la passion, Jean-Paul II a affirmé que le Saint-Siège continuait d'œuvrer pour une fin rapide de la guerre. Jamais autant qu'aujourd'hui, les dirigeants des nations, serviteurs du bien public, n'ont été interpellés par leur propre conscience. À midi, la reine Elisabeth II s'adressait à ses compatriotes. En tant que nation, nous sommes réellement fiers de nos forces armées. Cette fierté est entièrement justifiée, a-t-elle poursuivi, par la conduite de nos soldats depuis le début de la guerre. Quant à George Bush, après une nuit et une matinée agitée, c'est dans le recueillement qu'il a décidé de poursuivre sa journée. À ses côtés, James Baker et Dick Cheney ont prié avec le président pour la paix. À bonne distance, des manifestants pacifistes ont saisi l'occasion pour crier leur désapprobation à la politique américaine dans le Golfe. Le président Bush n'est pas le seul. L'Américain à être allé se recueillir aujourd'hui. Reportage de notre correspondant à New York, Bruno Alba. Sur la 5e avenue à New York, la cathédrale Saint-Patrick. Ce matin, ici même, comme à travers tout le pays, de nombreux fidèles se sont retrouvés pour prier. Ils avaient présent à l'esprit les combats du Golfe et l'homélie du cardinal O'Connor a été une réflexion sur le sens de la guerre. Mais au fond d'eux-mêmes, ces Américains-là étaient déjà convaincus de la justesse de leur cause. Je suis triste, mais je pense que c'était inévitable. Pour le président, c'était une décision difficile, mais vu les circonstances, c'était la seule façon de terminer cette guerre. On savait que la guerre terrestre allait commencer. Saddam Hussein n'a rien fait. Nous avons peur pour eux, mais nous soutenons notre pays et nos soldats de toute façon. Mon frère est là-bas, et il est plutôt content.
Content? En effet, il fallait que tout cela soit fait. Tout ce que je sais, c'est que nos troupes vont payer très cher pour prouver que George Bush n'est pas un dégonflé. Assez loin de la cathédrale, une autre église de New York, plus modeste. Ici, la messe est dite en espagnol. Une église pour les minorités qui sont si nombreuses parmi les troupes américaines engagées depuis hier dans la bataille. Ici encore, on rencontre un soutien aux militaires combattant pour la libération du Koweït, mais tous n'approuvent pas. Je crois que c'est complètement fou. On n'a laissé aucune chance aux efforts de paix pour éviter la guerre. Je n'étais pas d'accord avec Bush au début, mais maintenant il le faut, pas seulement pour Bush, mais pour les troupes, seulement pour les troupes. Ici, des pacifistes catholiques avaient déployé une banderole protestant contre la guerre qui ne résout rien d'après eux. Mais ce matin, ils n'étaient qu'une poignée. Le secrétaire à la Défense, Dick Cheney, a affirmé que tout se passait bien sur le plan militaire. Encore une fois, prudence, rappelons-nous l'euphorie qui avait suivi les premières heures de l'offensive aérienne. Cela dit, Jacques Abouchard, on pourrait qualifier l'état d'esprit actuel de l'Amérique par cette formule bien connue chez nous, la force tranquille. Oui, depuis des semaines, George Bush répétait qu'il ne voulait pas être l'otage de Saddam Hussein, qu'il entendait mener une existence normale. Et en se rendant à un service religieux ce matin, il imposait à l'Amérique l'image d'un dimanche presque ordinaire, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais, si vous voulez, dans son entourage également, on se montre assez prudent. Et une certaine réserve prévaut dans tous les programmes de télévision, et ils sont nombreux, qui couvrent le conflit. On a retenu la leçon du 16 janvier, lorsque, après seulement quelques heures de raid aérien, un certain nombre de commentateurs prévoyaient déjà l'écrasement total de l'armée irakienne. Pourtant, un certain nombre d'officiels, et notamment le secrétaire d'État James Baker, dessinent déjà l'après-guerre, en prévoyant par exemple le maintien de troupes terrestres américaines pendant un certain temps dans la région du Golfe pour protéger le Koweït. Et tout en souhaitant que, bien entendu, Saddam Hussein ne survive pas politiquement à une défaite militaire, ils affirment, ils répètent, ils soulignent que le chasser du pouvoir n'est pas leur objectif prioritaire, ce qui n'est pas l'avis de la majorité des Américains, si l'on en croit un sondage qui est paru ce matin dans le quotidien Washington Post. À la question « Quels sont les objectifs des États-Unis dans cette guerre ?», 28% répondent « Chasser les Irakiens du Koweït », mais 71% répondent « Chasser Saddam Hussein du pouvoir ». Merci Jacques Abouchard. À noter cette précision importante apportée il y a quelques minutes par Pierre Jox, qui est l'invité du Club de la presse d'Europe numéro 1. Le ministre de la Défense a affirmé que les armes chimiques n'avaient été aucunement utilisées jusqu'à présent sur le champ de bataille. En tout cas, depuis ce matin 4 heures, des milliers de familles françaises vivent dans l'anxiété. Je veux parler des familles des militaires qui participent à cette opération Daguet. Reportage de Jacques Deveau et de Hugues Panon à Saint-Aubin-du-Corvier, une petite ville près de Rennes où est basé un régiment d'artillerie marine dont 800 hommes sont actuellement en mission dans le Golfe. L'église de Saint-Aubin-du-Cormier ce matin à 11 h. Dans la foule des anonymes, sans doute des proches des 800 hommes du 11e Rama. Les paroles de paix de l'abbé Cochet ont ici un poids tout particulier. Qu'il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race et quelle que soit sa religion. Au camp de la Landouée, déserté par les hommes depuis la mi-décembre, un autre office se déroule, réservé aux femmes des militaires. Ensuite, comme tous les dimanches, elles déjeuneront ensemble. Par nature, mais aussi en raison des consignes militaires, beaucoup évitent la presse. L'une d'elles a cependant parlé comme un soulagement pour se libérer d'un poids trop lourd. J'ai surtout très peur. Très peur. Je n'ai jamais prié autant qu'en ce moment. Pour que mon mari revienne sain et sauf, pour que tous reviennent sains et saufs et qu'il y ait le moins de pertes possibles. J'ai confiance en eux. Mais j'avoue avoir très peur côté américain et cela je le pense très fort. On ne pouvait pas non plus laisser M. Saddam Hussein faire tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant et continue encore longtemps, mais où cela va-t-il aller? Je n'en sais rien. L'angoisse, toutes vivent avec. Pour répondre à l'anxiété des familles des militaires à laquelle François Mitterrand a fait allusion tout à l'heure, le service de presse des armées a mis en place une cellule d'information.
Celle-ci fonctionne depuis le 16 janvier, mais bien sûr, depuis hier soir, les appels sont beaucoup plus nombreux. Reportage Romuald de Bonan. Bonjour. Certaines informations famille, bonjour. Seul lien entre le Golfe et les proches des soldats français engagés dans l'opération Daguet, c'est 10 téléphones mis en place par l'armée depuis le début des hostilités à la mi-janvier. 36 000 appels en un mois. Mais depuis ce matin, depuis l'annonce de l'offensive terrestre, c'est le rush. 4 fois plus d'appels que d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a des moments où la fréquence des appels s'accélère? Oui, surtout après les informations, il y a un moment de panique et les gens appellent pour qu'on les rassure. Mais nous, on ne peut pas dévoiler trop de renseignements non plus. Difficile de répondre aux angoisses des épouses, des mères, des fiancés. Pas question de savoir si le régiment d'un fils ou d'un mari est au combat. On se borne aux seules informations des communiqués. Les personnes savent que les unités de Daguet ont été engagées. Mais évidemment, nos interlocuteurs comprennent très bien que nous ne pouvons pas révéler des secrets opérationnels. Un blessé est à déplorer du côté français. 24 heures sur 24, les sonneries retentissent et les nuits sont toujours difficiles. Si l'on en croit les indications d'un sondage BVA effectué aujourd'hui par téléphone, 3 Français sur 4 approuvent le déclenchement de l'offensive terrestre. 52% des personnes interrogées estiment que la guerre sera courte. Toujours selon ce sondage, pour 43% des sondés, les opérations militaires doivent continuer jusqu'à la chute du régime de Saddam Hussein. Je vous propose d'écouter à ce propos le point de vue de certains responsables politiques sur précisément une question qui conditionne la suite de la guerre. Si Saddam Hussein se réfugie en Irak, faut-il aller le chercher à Bagdad? Ce n'est pas la mission qui nous a été confiée par les Nations Unies. La mission, c'est de libérer le Koweït. Mais je pense personnellement, et je le dis très nettement, que même si je ne pense pas qu'il faut aller à Bagdad pour aller chercher Saddam Hussein, si les Irakiens décident de se débarrasser de Saddam Hussein, je ne vais pas verser une seule larme. Maintenant, on voit que le but, c'est bien la libération du territoire du Koweït, mais que pour libérer le Koweït, il faut bien évidemment passer par le territoire irakien pour faire l'encerclement. Et nos troupes ont cette tâche très difficile, tout à fait de pointe. Autre question, est-ce qu'il faut aller à Bagdad? Moi, je dirais, dans toute la mesure du possible, non. Il n'y a rien de pire que de conquérir et d'occuper une grande ville. Je crois qu'il faut neutraliser les forces militaires de Saddam Hussein et faire en sorte qu'il ne soit plus jamais un récidiviste. Il a fallu le prétexte, y compris les États-Unis, de savoir si c'était en 8 jours ou en 3 semaines que ce retrait devait se faire pour que la machine infernale soit relancée. Et les États-Unis ont pris une lourde responsabilité. Visiblement, ils sont autant intéressés par mettre la main sur l'ensemble de la région que par la libération du Koweït. À noter enfin l'appel lancé par plusieurs organisations pacifistes à une manifestation demain après-midi à Paris. Manifestation destinée à exiger un cessez-le-feu immédiat. Manifestation à laquelle se sont joints le Parti communiste et la CGT. Avant d'évoquer la 28e journée de championnat de France de football, ces quelques chiffres tirés d'un autre sondage Ipsos que publie l'hebdomadaire Voici. Quel est, selon vous, le principal sujet de dispute dans les familles? Réponse, les enfants. Les enfants qui viennent en tête des sujets de dispute, de 67% des Français qui ont au moins 3 rejetons. Pour ceux qui n'ont pas de gosses, les autres sujets d'agacement sont dans l'ordre.